Excusez-moi, je vais essayer de parler un petit peu moins fort. Donc bonsoir, je m'appelle Sylvie Lebaumin, je suis ethnomusicologue, maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle dans le département Hommes, Nature, Société. Et donc ce soir, je vais vous parler d'un vaste programme, puisqu'il s'agit de la diversité des musiques du monde, et j'ai failli justement mettre en sous-titre vaste programme, puisqu'en fait c'était un titre provisoire que j'avais donné et qui s'est retrouvé être définitif. Donc ça a été un gros challenge pour moi ensuite de remplir effectivement pour que ça puisse vous donner un aperçu de la diversité des musiques. Mon propos, c'est de vous montrer un petit peu, à partir de mêmes objets ou de mêmes critères ou de mêmes paramètres, quelle est la diversité que l'on peut retrouver à travers différentes populations humaines. Alors bien évidemment, on ne va pas couvrir le monde entier, on ne va pas couvrir toutes les populations du monde, mais j'ai essayé de choisir des exemples les plus frappants, les plus parlants, et à la limite ceux qui ont fait prendre conscience aux Occidentaux que la musique occidentale n'était pas la seule musique au monde et que les critères qui faisaient définir la musique par rapport à la culture musicale occidentale n'étaient pas les critères qui permettaient de définir la musique dans toutes les cultures du monde également. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la musique ? Alors la musique, c'est l'art de combiner plusieurs sons selon des règles définies qui diffèrent en fonction des lieux et des époques. Donc quand je parle de lieux, en fait, ce sont des populations. Si vous êtes sur le continent américain, le continent asiatique ou en Océanie, vous n'aurez pas les mêmes règles de construction musicale. Les travaux des ethnomusicologues ont montré qu'aucune société humaine, aussi restreinte et isolée soit-elle, n'est dépourvue d'une production symbolique utilisant le son. Les ethnomusicologues ont établi concrètement que le recours à une dimension expressive musicale est un comportement humain universel au même titre que le langage ou l'organisation sociale. De même qu'il existe des sociétés et des langues différentes, la manière d'organiser le sonore dans des formes et des comportements musicaux varie elle aussi considérablement d'une culture à une autre en fonction des conditions historiques, économiques et culturelles dans lesquelles les divers systèmes musicaux ont été insérés. La prise en compte d'une universalité du fait musical et de ses implications conceptuelles va à l'encontre de la conception européenne du Moyen-Âge. C'est en effet à cette époque que la musique est insérée parmi les arts libéraux du quadrivium et prend définitivement la physionomie d'une science autonome des sons. Les ouvrages théoriques médiévaux ont par ailleurs contribué à la représentation intellectuelle et artistique de la musique en distinguant théorie et pratique musicale. Ceci a conduit à ne pas prendre en compte que ce qui était conceptuellement considéré comme artistique, comme musique, et à déconsidérer le reste des productions musicales comme n'en étant pas. Cette considération perdure à notre époque, puisque la discussion continue au sujet de certaines musiques contemporaines, du rap, de la techno ou de certaines musiques traditionnelles. Par ailleurs, le terme musique est fortement polysémique, ce qui rend difficile la distinction entre ce qui en est et ce qui n'en est pas. Vous allez à la fois désigner la musique comme une pratique globale et à la fois comme un matériel sonore que vous ne percevez que par vos oreilles. Donc il n'y a pas, comme dans les arts graphiques, différents termes pour désigner l'art graphique en tant que tel et puis les différents types d'art comme la peinture, la sculpture, mais la musique c'est une globalité et c'est ce qui rend difficile en fait la définition de ce qui est musique et de ce qui ne l'est pas. Lorsque l'on envisage les musiques extra-européennes, en particulier africaines, la confusion s'intensifie puisqu'il n'existe pas de terme pour désigner ce qui en contexte européen serait de l'ordre de la musique. Dans à peu près 70% des musiques du monde, il n'y a pas de terme pour dire musique. Et pourtant, il y a une pratique de la musique. De fait, il ne semble pas encore d'actualité de pouvoir définir ce que peut être la musique, mais davantage de déterminer quels sont les traits communs à cet ensemble hétérogène, présent dans toutes les cultures du monde et auquel l'on s'accorde à reconnaître une nature musicale. Passer d'une définition de la musique fondée sur des catégories cognitives occidentales à une nouvelle grille d'interprétation fondée sur la diversité de l'observé,
Il est cependant nécessaire de se fonder sur des éléments, des paramètres, des items que l'on retrouve partagés sous différentes formes par les populations humaines. On peut ainsi s'accorder sur le fait que les sons sont des fréquences acoustiques qui peuvent de fait être codifiées. Un son musical n'est qu'une fréquence acoustique, où que ce son soit produit dans le monde. Ces sons sont produits sur des durées égales ou le plus souvent inégales. Donc c'est ce qui va nous donner maintenant le rythme de la musique. Ces durées s'inscrivent le plus souvent dans un cadre métrique qui permet de leur donner un étalon de mesure. Donc par exemple, vous allez avoir une pulsation, on va voir ça tout de suite après, qui va vous permettre d'avoir un étalon de mesure et de savoir comment le rythme s'insère à l'intérieur de cet étalon de mesure du temps. Ces sons sont produits par différents outils, des instruments de musique, des voix. Et ils sont produits suivant différentes modalités, seuls, à plusieurs, lorsqu'ils sont produits à plusieurs en produisant la même chose, des choses un peu différentes, des choses très différentes. Quand cette musique est produite à plusieurs, on peut être à plusieurs mais produire séparément, en alternance ou tous ensemble. Enfin, ces sons sont produits dans des contextes que l'on peut identifier en différentes catégories. On peut avoir des musiques qui peuvent être produites pour des contextes, on va dire, grossièrement profanes, donc de la vie quotidienne, que ce soit de la musique de divertissement, de la musique pour aller à la pêche, de la musique pour bercer un enfant, des jeux d'enfants, des contes. Et puis, on va avoir toute une catégorie de musique religieuse, les musiques qui vont accompagner les cérémonies religieuses telles que, à la limite, on les connaît majoritairement ici, mais vous allez avoir dans d'autres cultures des cérémonies qui vont être liées à des initiations, à de la guérison, à de la possession, à la circoncision par exemple, à l'initiation des filles. Et donc, on va avoir différents contextes auxquels vont correspondre différentes musiques qui vont être distinguées dans les sociétés qui les produisent. Donc, comment ensuite différencier ces différentes musiques ? Chaque société mobilise le sonore pour exprimer ses identités culturelles, sociales et religieuses à travers différents critères. Attendez, je me rends compte que je suis allée trop loin. Il faut d'abord que je vous détaille ce qui est dans le PowerPoint ici. Donc ici, je vous ai représenté donc, les fréquences acoustiques. Donc une note de musique, qu'elle soit produite par la voix ou par un instrument de musique, va correspondre à une fréquence acoustique. Donc une fréquence, ça va être un nombre de battements par rapport à un temps donné. Et donc, il faut que vous imaginez que l'air va vibrer, comme lorsque vous jetez une pierre dans l'eau, vous avez les ondes de l'eau qui se propagent. Eh bien, un son musical, c'est exactement la même chose. Vous avez l'air qui vibre, et c'est cette vibration qui permet de produire le son. Suivant la vitesse de la vibration, le son sera plus aigu ou plus grave. En ce qui concerne la métrique, c'est le cadre temporel qui va vous permettre de déterminer ensuite le rythme qui est utilisé. Donc, c'est un cadre métrique comme vous l'avez dans d'autres unités de mesure, comme vous avez le kilogramme, comme vous avez le mètre, comme vous avez les heures, comme vous avez les minutes. Eh bien, en musique, on a aussi des cadres métriques qui nous permettent donc de calculer notre temps. Et généralement, ce cadre métrique, il est donné par la pulsation. Donc, concrètement, lorsque vous entendez une musique, si vous battez du pied, eh bien, lorsque vous battez du pied, c'est la pulsation que vous donnez de façon complètement intuitive et de façon implicite. Dans la musique occidentale, c'est marqué par la battue du chef d'orchestre, qui va marquer devant ces musiciens un certain type de mouvement et il va donc leur donner la mesure. Et puis lorsque vous lisez une partition, vous avez ces signes qui sont ici, qui vous indiquent la mesure, c'est-à-dire les unités de mesure qui vont être utilisées pour diviser votre temps dans la partition musicale. Donc, je ne sais pas si vous êtes un public de musiciens ou de musicologues et que vous êtes en mesure de lire ce genre de choses. Donc, pour faire bref, vous voyez ici, pour ceux qui savent, la ronde, qui généralement donc, est représentée par 1 dans les chiffres de mesure, la blanche qui est marquée par un 2, la noire qui est marquée par un 4, donc ça va être le chiffre du bas dans l'unité de mesure, et avec le 3 au-dessus, ça veut dire que par mesure, vous allez avoir l'équivalent de 3 noirs par mesure. Lorsque j'ai ce signe-là, ça équivaut à 4, 4. Donc ça veut dire que je vais avoir 4 noirs par mesure. Donc ça veut dire 4 temps par mesure. Dans les musiques traditionnelles sur lesquelles on travaille,
Bien évidemment, il n'y a pas ce genre de chiffrage, il n'y a pas cet équivalent de mesure, puisque ce chiffrage des mesures dans la musique occidentale instaure aussi de façon implicite une opposition entre temps fort et temps faible. Ça veut dire que les premiers temps vont être marqués de façon forte et les temps suivants vont être marqués de temps faible. C'est comme ça que, de façon, encore une fois, implicite, vous allez reconnaître ce qui est le premier temps d'une mesure par rapport aux autres temps. Dans la majorité des musiques traditionnelles, il n'y a pas cette opposition et donc on marque juste nos unités de mesure par des petits bâtons pour ne pas justement implémenter dans des musiques qui n'ont pas cette opposition de temps fort et temps faible, dans des pratiques musicales qui n'ont pas cette conception de la musique. Donc, dans les musiques dans lesquelles on travaille, la pulsation, bien évidemment, il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas forcément quelqu'un qui frappe dans les mains, il n'y a pas de gens forcément qui battent des pieds. Et donc, cette pulsation, elle est souvent marquée de façon corporelle, donc on le voit à travers la danse, à travers les pas des danseurs, mais aussi par des instruments qui sont portés corporellement. Et donc, lorsque le danseur va bouger, il va bouger en donnant cette pulsation, et donc de façon sonore, on va entendre cet instrument qui marque la pulsation. Donc, je vous ai mis deux exemples. Un premier qui est marqué de façon hors corps, si vous voulez, qui est produite par un tambour et un ensemble de gongs, et vous allez entendre, il y a la musique qui est produite et cette pulsation qui est marquée par des instruments spécifiques. Donc là, il faut bien vous rendre compte que le tambour ne fait pas du rythme, il fait de la métrique, parce que toutes les unités qu'il donne sont des unités égales. Donc ce n'est pas du rythme. Là, vous allez entendre un extrait où ce sont des coquillages qui sont regroupés ensemble et attachés au corps du danseur. Et lorsque le danseur danse, eh bien, ces coquillages s'entrechoquent et donc marquent aussi cette pulsation. Donc vous voyez, à travers ces différentes populations du monde, vous avez différentes façons de marquer cette métrique. On n'a pas besoin d'avoir un chef d'orchestre devant soi, ni d'avoir une musique écrite pour que cette pulsation soit marquée. Donc là, je vous ai mis un petit extrait de vidéo d'une cérémonie d'initiation que j'ai filmée au Gabon, et où vous allez entendre... Donc c'est un masque qui apparaît avec des personnes qui chantent et des personnes qui jouent des instruments de musique, et vous allez entendre cette pulsation qui est marquée de la même façon sur une cloche, et c'est le rôle de cette cloche de marquer la pulsation. Et vous avez même les chasse-mouches qui marquent également la pulsation. Donc là, vous avez vu rapidement passer la cloche, et c'était cette cloche battue qui donnait cette pulsation. Bon, là, je passe parce que je me rends compte que j'ai prévu beaucoup de choses. Enfin, le rythme. Donc là, vous avez ces pulsations qui sont marquées. Ici, vous avez le nombre de valeurs minimales qui peuvent être marquées à l'intérieur de ces pulsations. On est toujours dans de la métrique, puisque toutes les valeurs sont égales. Et ici, vous avez une répartition rythmique de ces valeurs, puisque vous avez là une opposition de durée. Donc pour ceux qui ne lisent pas la musique, là vous avez deux doubles croches, une croche, deux doubles croches, une double croche, une double croche, une noire. Donc ça fait une opposition de valeurs de durée de notes. Et là, du coup, on a du rythme, mais qui s'inscrit dans le cadre métrique qui est prédéterminé par les musiciens qui peuvent frapper dans leurs mains ou jouer d'une cloche ou autre chose. Je passe aussi ça.
Non, ça, je voulais vous le montrer. Je vais vous montrer maintenant un extrait d'un film pris chez les Pygmées Aka de République centrafricaine, où vous allez voir un danseur qui danse donc sur de la musique qui est produite, et observez bien ces différentes parties du corps, parce que vous allez voir que chacune de ces parties du corps, que ce soit ses épaules, ses hanches ou ses pieds, divise la métrique d'une façon différente. Vous avez une partie du corps qui la divise de façon binaire, une partie du corps qui la divise de façon ternaire, et la troisième partie du corps qui fait les deux en même temps. Ne me demandez pas de vous le mimer, j'en suis strictement incapable, mais regardez bien, c'est une des particularités des capacités de danseurs des populations pygmées. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus pour leur qualité de musiciens, ils sont reconnus pour leur qualité de danseurs, parce qu'ils ont cette capacité physique assez remarquable. Donc si je vous donne la pulsation, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc repérez la partie du corps qui fait ça. Et maintenant, je vous la divise par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bah là, il danse plus. C'est bien maintenant qui change. Et vous entendez le tambour qui fait la pulsation. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous l'entendez même dans les sonales qui sont attachées au pied de fait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et le haut du corps fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, donc vous pourrez vous entraîner chez vous. Attention, allez doucement. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu cette diversité à travers les instruments de musique qui sont utilisés donc, dans les différentes populations humaines. Alors, d'une façon populaire, vous êtes habitué à une certaine classification des instruments de musique, qui est la classification populaire occidentale, on va dire, où on a les cuivres, les bois, les percussions, les cordes, et en fait, ce ne sont pas des catégories qui sont imperméables, qui sont closes, puisque un cuivre, eh bien, vous pouvez avoir un autre instrument qui est avant, qui va être en cuivre. Par exemple, vous pouvez avoir des instruments à percussion qui sont en cuivre, donc ce ne sont pas des catégories exclusives par leur détermination. Et donc, on a une science qui s'appelle l'organologie, et qui a permis de classer les instruments de musique en 4 familles, qui sont cette fois-ci homogènes et exclusives, au même titre que ce que l'on fait en botanique, où on va classer ou dans ce qu'on fait en zoologie, on va classer les animaux en genre, en espèces, et ainsi de suite. Donc là, on a le même système de classification, et l'élément déterminant qui permet de classer les instruments de musique, ça va être l'élément qui met l'air en vibration. Donc, vous avez soit l'air, qui met l'air en vibration, c'est-à-dire que vous allez souffler sur un élément excitateur et cet excitateur va mettre l'air ambiant en vibration et donc ça va être un aérophone. Vous allez pincer, frotter, taper une corde, donc la corde va mettre l'air en vibration et donc on va avoir un cordophone. Vous allez frapper sur une membrane ou frotter une membrane, cette membrane va vibrer et va mettre l'air en vibration. Donc on va avoir un membranophone. Et enfin, les idiophones, ce sont tous les instruments de musique qui ne rentrent pas dans ces 3 catégories et où c'est la matière même de l'instrument qui est mis en vibration et qui met l'air en vibration. Donc c'est la plus grande famille d'instruments de musique que l'on puisse retrouver et c'est là que l'être humain a fait, pour moi, appel à son maximum de génie pour créer une diversité d'instruments de musique infinie. Donc on va voir... Pardon ? La voix humaine, c'est la voix. Ce n'est pas un instrument de musique. Ça va être complètement à part. Et le problème que l'on a, c'est lorsque on... Non, mais n'hésitez pas à poser des questions pendant que je parle. Au contraire, moi, ça m'aide. Hein. J'ai aucun souci par rapport à ça. Le problème qu'on va avoir, c'est lorsque l'on se frappe le corps, par exemple, pour jouer d'un instrument. Nous sommes une membrane.
Donc, est-ce qu'on va s'appeler nous-mêmes un membranophone, par exemple? Donc, il y a des objets sonores qu'on n'arrive pas encore à vraiment classer. Les instruments, par exemple, qui font appel au liquide, bah, on est en train de créer une famille qui va s'appeler les liquidophones, parce qu'on joue aussi avec l'eau. Donc, on va appeler ça les liquidophones. Les idiophones, bah, je vais vous en montrer, hein, mais je vous en donne comme ça parce que je vois que vous vous demandez de quoi il s'agit. Vous avez les xylophones, qui sont des idiophones, puisqu'on va taper sur des lames en bois. Vous avez tous les instruments qui sont en pierre, tous les instruments qui sont en métal, comme les gongs, comme les cloches. Toutes les cloches sont des idiophones, tous les hochets sont des idiophones, les maracas, par exemple, sont des idiophones. Les crécelles qu'utilisent les enfants sont des idiophones. Les racleurs, les planches à laver qui sont utilisées dans la musique de Louisiane sont des idiophones, et ainsi de suite. Donc c'est une immense famille d'instruments de musique. Les instruments en jade, les instruments en terre, tous ces instruments-là appartiennent à la famille des idiophones. Donc ce ne sont pas forcément des instruments qui sont frappés, ça peut être aussi des instruments qui sont pincés, des instruments dans lesquels on souffle, mais ça va être la matière même de l'instrument qui va vibrer. D'accord ? Alors, les aérophones, on les classe ensuite en différentes catégories, suivant l'élément qui va mettre, sur lequel on va souffler et qui va donc mettre l'air d'une colonne d'air en vibration. Un aérophone, c'est un instrument généralement avec une embouchure, et puis ensuite vous avez un corps qui continue l'instrument, et pour mettre l'air du corps à l'intérieur en vibration, il faut souffler dans quelque chose, il faut mettre l'air en vibration. Donc, ça va être soit un biseau, par exemple, comme pour la flûte traversière ou la flûte à bec, ou une anche, comme pour le hautbois ou la clarinette, ou une embouchure, comme pour la famille des trompettes, des trombones et des cors. Maintenant, on a gardé des noms pour ces instruments de musique, qui étaient des noms les plus neutres possibles, et donc on a repris des noms d'instruments de la musique ancienne, pour pas, par exemple, désigner... enfin là, c'est pas juste, c'est pour les cordophones, j'anticipe un petit peu. Donc là, je vous ai mis 2 spécimens de la préhistoire pour vous montrer quand même qu'on a des traces d'instruments de nos ancêtres. Donc là, on est sûr que ce sont des flûtes ou des sifflets, puisqu'il y a des trous de jeu et qu'on a un corps tubulaire. Donc celui-ci dans un os et celui-ci dans une phalange, donc qui est aussi un os. Et là, on voit bien la petite encoche sur laquelle la personne devait souffler, comme ça, pour mettre l'air en vibration, et avec un trou de jeu donc, qui lui permettait de changer le son une seule fois. Donc l'instrument pouvait en gros produire 2 sons. Là, normalement, il devait pouvoir en produire 2 ou 3. Je vais vous faire écouter l'instrument qui est le plus proche de celui que vous voyez ici, mais qui n'est pas en os, qui est en pétiole de papayer. Donc, est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un pétiole de papayer? Vous voyez ce que c'est qu'un papayer? Une papaye? Oui. Une papaye, donc c'est un fruit exotique, hein, voilà, une papaye. Et donc, les papayes, ça pousse sur des arbres qui sont plus ou moins de la famille des palmiers, et vous avez de grandes feuilles qui partent du tronc avec un très très long pétiole, donc une grande tige, si vous voulez, qui relie vraiment à la feuille qui est au bout. Et ce pétiole, il est creux à l'intérieur. Donc quand on va couper le pétiole au niveau du tronc, ça va être bouché, donc on va avoir une opercule au fond, et on peut couper à une certaine dimension et s'en servir pour souffler dedans. Et ça fait un sifflet d'excellente qualité, complètement naturel. Et ce sont majoritairement les populations pygmées donc, qui vivent en Afrique centrale, qui utilisent cet instrument comme instrument de musique, qui ne peut produire qu'un seul son parce qu'il n'a pas de trou de jeu, donc il ne peut produire qu'une seule note, mais différentes notes suivant le musicien qui le coupe. Donc vous, par exemple, vous allez produire un La, vous allez produire un Do, vous allez produire un Mi, vous allez produire un Ré, suivant ce que vous avez envie de produire. Donc un instrument qui produit qu'un seul son, c'est un peu... c'est pas très utile, quoi. Et donc, en fait, il chante des sons en alternant avec le jeu de la flûte. C'est ce qu'on appelle du hoquet voco-instrumental, hoquet, H-O-Q-U-E-T. Donc c'est une alternance de sons produits par l'instrument et de sons vocaux. Et c'est ce qui permet de produire en fait la mélodie de la musique. Donc je vous fais écouter cette musique.
ça, vous pouvez essayer sans risque. Vous prenez un bouchon de stylo, vous soufflez dans le bouchon de stylo, et autour, vous produisez des sons avec votre voix. Alors au début, vous allez vous étouffer, puis après, ça va très très bien aller. Donc des flûtes, il en existe de plein de sortes différentes. Donc vous connaissez les flûtes traversières, les flûtes à bec. Les ocarinas peuvent aussi être considérées comme des flûtes. Mais donc on trouve une très très grande variété à travers le monde, et c'est un instrument qui est réparti sur l'ensemble des continents. Il n'y a pas un continent, il n'y a pas une région du monde où on ne trouve pas de flûte. Et donc je vais vous faire écouter, je peux pas, j'ai vraiment prévu énormément, donc je vais devoir réduire beaucoup. Donc vous faire écouter peut-être 2 exemples par diapositive, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, quoi. Donc le premier exemple que je vais vous faire entendre, c'est cette flûte à bec du Rajasthan, qui est en fait une flûte double. Donc vous voyez 2 tuyaux qui sont attachés l'un avec l'autre, et le musicien met les 2 embouchures dans sa bouche, et vous avez un tuyau qui produit un bourdon, donc généralement un son continu, et l'autre tuyau sur lequel il va boucher et déboucher les trous, et donc qui va lui permettre de produire des sons de hauteurs différentes. Je coupe, c'est très très beau, mais je suis obligée de couper. Maintenant, je vais vous faire écouter une flûte de pan. Donc vous voyez tout ce que c'est, une flûte de pan, hein. Ce sont ces différents tuyaux qui sont attachés les uns avec les autres, donc que vous avez l'habitude d'entendre comme de la musique des Andes. Si vous connaissez un petit peu plus, vous savez qu'en Europe de l'Est, on pratique aussi cet instrument. Mais on le pratique aussi dans les îles Salomon, donc du côté du continent océanien. Et c'est pratiqué par une population qui s'appelle les Are-Are, donc A-R-E-A-R-E, et qui pratiquent ce jeu de la flûte de pan à plusieurs. Et donc avec des flûtes de pan qui parfois peuvent être très très longues, et donc des flûtes de pan qui vont produire des sons très très graves, mais ils n'ont pas forcément beaucoup de tuyaux. Donc comme tout à l'heure on a entendu du hockey voco-instrumental avec la flûte et la voix, là ce sont les différentes flûtes de pan qui vont faire du hockey entre elles. C'est-à-dire que les mélodies que vous entendez sont dues en fait à l'alternance du jeu des différentes flûtes de pan. Ce qui est étonnant, c'est que, moi je ne vais pas vous faire écouter les 3, mais donc on retrouve cette flûte de pan dans les îles Salomon, donc le même principe acoustique et le même principe organologique en Bolivie et en Roumanie. Donc si maintenant on travaille dans une perspective comparative et par rapport à l'histoire de l'évolution humaine, est-ce que ça veut dire que cette présence d'une flûte de pan dans 3 régions et dans 3 populations aussi différentes est due à une origine commune, c'est-à-dire que c'est un instrument très ancien, et puis après, avec la dispersion de l'homme, eh bien la flûte de pan a voyagé avec? Ou est-ce que ces flûtes de pan sont apparues indépendamment entre les différentes populations par un phénomène de convergence, ou est-ce que ces populations se sont rencontrées à un moment ou un autre de leur histoire et se sont empruntées les instruments? Donc l'histoire et la comparaison des instruments de musique à partir de cette base organologique fixe et solide nous permet aussi d'envisager ce genre de questions sur l'origine de ces instruments et la diversification.
Donc, entre la Bolivie et la Roumanie, on peut imaginer qu'il y ait eu un phénomène d'emprunt par la migration, mais avec les îles Salomon, ça devient un petit peu plus compliqué à justifier. Et je n'ai pas de réponse à vous donner. Je vais vous faire écouter deux exemples de hautbois, parce que c'est un instrument à hanche. Donc vous voyez tout ce que c'est qu'une hanche, c'est cette petite lamelle de roseau, qui est soit en lamelle simple dans une clarinette, comme on l'a vu tout à l'heure, ici. Donc cette petite lamelle simple qui est posée dans le bec ici et qui est vissée, et donc qui va vibrer lorsque le musicien va souffler dans l'embouchure de l'instrument, ou alors une hanche double pour le hautbois, où vous avez cette lamelle de roseau qui est pliée en deux, et donc ce sont les deux languettes de l'anche qui vibrent l'une contre l'autre quand le musicien souffle dedans. Donc là, pour le hautbois, ce sont les deux languettes. Donc vous avez ici l'exemple de la zourna, qui est jouée en Afghanistan. Donc l'anche se situe ici, et ça, c'est la partie qui va rentrer dans l'instrument. Et suivant la manière dont on tourne cette fente, ça permet de changer la tonalité du hautbois. Donc ça, c'est très sioux, je ne rentre pas dans les détails, c'est extrêmement sophistiqué. Et ici, vous avez le hautbois de la musique classique, tel que vous retrouvez encore dans l'orchestre symphonique. Ici, vous avez ce qu'on appelle le cor anglais, mais qui appartient à la famille des hautbois. Ici, vous avez le hautbois d'amour, et enfin le basson, qui, là, si je ne me trompe pas, est un basson français, donc qui appartiennent aussi, qui font partie là de notre orchestre symphonique. Donc, je vous fais écouter cet exemple de zourna. Donc si vous connaissez, vous voyez que le timbre est très proche de la bombarde bretonne, et la bombarde bretonne, d'un point de vue organologique, appartient à la famille des hautbois. Et après, on va utiliser le terme local pour dire, voilà, la bombarde est un instrument utilisé, par exemple, dans la musique bretonne, qui appartient organologiquement à la famille des hautbois. Ici, je vous ai mis un extrait du concerto pour hautbois et violon de Jean-Sébastien Bach, pour vous montrer cet instrument, pour ceux qui ne connaissent pas, dans la... Ah, voilà, il ne le retrouve pas. Bon, donc vous ne l'entendrez pas parce que je n'ai pas le temps d'aller le chercher. Parfois, ça se détache, je ne sais pas pourquoi. Alors, les clarinettes, je vais vous faire entendre un seul exemple. Vous voyez tout ce que c'est qu'une clarinette. Je vous l'ai mis ici. Donc, cet instrument avec des clés et avec donc, cette embouchure. Donc, le principe de la clarinette, c'est qu'il y ait une hanche simple. Donc, l'hanche est dans la bouche de l'instrumentiste et vibre quand il souffle. Après, ce n'est pas obligé que le corps de l'instrument ait la même forme. C'est le principe acoustique qui compte pour définir l'instrument. Et donc là, vous avez un ensemble de clarinettes qui est joué par les Indiens Wayana, qui habitent en Guyane, donc dans la forêt amazonienne, et qui jouent de ces clarinettes en orchestre. Donc ça va beaucoup vous changer de l'image sonore que vous avez de la clarinette. Donc vous imaginez bien qu'au XIXe siècle, on ne faisait pas forcément rentrer ce genre de phénomène sonore dans la catégorie musique. Ce n'était pas forcément évident. Mais pourtant, c'est une production musicale comme une autre. Alors, je vous ai mis des petits extraits d'accordéon, parce que vous connaissez l'accordéon que l'on retrouve en Occident. Mais là, pour une fois, c'est un instrument qui a diffusé dans beaucoup de parties du monde, dans des parties parfois étonnantes, et où on se retrouve avec dans des villages, vraiment dans des coins extrêmement perdus, avec des gens qui ont un accordéon, et où il y a une danse qui a été créée pour être accompagnée de cet instrument spécifique, comme s'il était un instrument traditionnellement local.
Donc, en Sardaigne, c'est un instrument qui fait partie de la musique populaire depuis l'invention quasiment de l'accordéon. Donc, je vous le fais écouter. Ça accompagne des danses. Hein, Donc, bon, un usage habituel. Et là, je vous fais entendre un enregistrement donc, qui vient d'une population dans laquelle je travaille au Gabon, mais ce n'est pas moi qui ai fait l'enregistrement, qui habite au bord de la côte, et donc où l'accordéon est arrivé par les Occidentaux, et où quasiment toutes les populations, il y a à peu près 70 populations différentes au Gabon, ont une danse spécifique avec l'accordéon. Et donc là, c'est un des musiciens que j'ai pris en photo. Awango na mierigani pedie, cheibe kalwa kokalwa. Awango na mierigani pedie. Bekalwa, awangona meriga ni pedie, bekalwa kogalwa, ofondani konchugu ya neno, dejembina noye mbogon kala igalwa. Awangona meriga ni pedie, bekalwa kogalwa. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que c'est donc un instrument complètement exogène, qui a une échelle musicale, donc des notes de musique qui ne correspondent pas au système local, qui accompagne un certain type de chant dans la population dont il est originaire. Et tous ces critères-là ont été adoptés par la population pour ce répertoire-là. Donc, où ils ont vraiment calqué le système occidental pour créer ce répertoire qui perdure jusqu'à présent. Bon, je reste sur les trompes pour les aérophones et après je penserai à une autre catégorie parce que vous allez voir que... Ah, je crois que c'était moi, je crois que c'était la musique qui était partie toute. Et celui-là, je ne m'en rappelle pas. Donc là, c'est la famille des trompes. Donc ce sont les instruments qui ont une embouchure dans laquelle on va souffler. Donc là, ce sont les lèvres, en faisant comme ça, qui vont vibrer dans une embouchure et donc qui vont mettre l'air qui est à l'intérieur de l'instrument en vibration. Pareil, ce sont des instruments qu'on le retrouve dans plein de régions du monde. Je vous ai mis des petits exemples un peu particuliers. Et en premier lieu, celui de cet orchestre de trompes de République centrafricaine, des Bandalinda, où vous avez des orchestres qui peuvent avoir jusqu'à 12 à 24 trompes, et chaque trompe n'émet qu'un seul son. Donc devinez la technique qui va être utilisée pour produire des mélodies avec ces instruments, eh bien c'est la technique du hockey, toujours. Donc chaque trompe, c'est comme si chacun d'entre vous, vous aviez une trompe, vous avez le do, vous avez le ré, vous avez le mi, vous avez le fa, vous avez le sol, le la, le si, et vous allez alterner chacun pour créer la mélodie en jouant chacun votre note au bon moment à celui où vous devez le jouer. C'est pas simple du tout pour nous, mais là on est dans un milieu où la musique est produite en tant que telle, donc il n'y a pas d'apprentissage particulier, c'est une compréhension implicite du système. Vous allez voir qu'on n'est pas loin de la musique des clarinettes de Guyane. Donc vous entendez bien plein de sons différents
qui font de la polyphonie en contrepoint, donc avec des lignes mélodiques qui sont différentes, avec des rythmes différents, mais en fait, chaque musicien ne maîtrise qu'une seule note de tout cet ensemble. Ici, un extrait du Chor des Alpes, donc c'est la même famille d'instruments. En tant qu'ethnomusicologue, pour nous, tous ces instruments sont exactement sur le même plan. De la même manière, le Chor des Alpes n'a pas de trou de jeu, n'a pas de piston, donc en théorie, il ne peut produire qu'un seul son, comme ces trompes qui sont creusées par des termites dans une racine, sauf que les musiciens qui jouent de cet instrument ont développé le jeu sur les harmoniques, donc où en fait, en soufflant plus ou moins fort, on fait ressortir les harmoniques du son fondamental. Vous savez ce que c'est ou pas? Vous savez ce que c'est qu'un son fondamental? Non? Les harmoniques? Non? Alors, le son fondamental, c'est que je chante Do, d'accord? Donc ça, c'est un son fondamental. Mais quand vous l'entendez, en fait, il est composé de plein d'autres sons qui sont les harmoniques et qui sont des multiples de sa fréquence. Donc quand je chante Do, vous avez entendu d'autres sons qui se suivaient, qui montaient dans l'aigu? Eh bien, ce sont les harmoniques de ce son. Donc au début, vous avez le double de fréquence, donc le Do à l'octave, Do, Do. Donc vous entendez en fait ces deux sons. Vous entendez encore d'autres que je ne peux pas vous produire, qui sont une quinte au-dessus, encore une octave au-dessus, et donc un son fondamental en fait n'est dû qu'à la superposition de toutes ces harmoniques de ce son. Et c'est pour ça que ce son est riche. Plus il va y avoir d'harmoniques, plus il va être timbré, plus ce son va vous être riche. Si je vais essayer de vous en faire un pauvre. Do, non, j'y arrive même pas. Do. Là, j'ai essayé de retirer le plus d'harmoniques possible. Maintenant, je fais Do. Là, j'en ai mis beaucoup, et donc vous entendez plein de petits sons normalement à l'intérieur. Le Chor des Alpes joue, en fait, et tous les instruments qui appartiennent à la famille du cuivre jouent sur ces harmoniques du son. Et donc, en soufflant plus ou moins fort, on va faire ressortir les harmoniques du son et donc produire plusieurs notes, bien qu'il n'y ait pas de trou de jeu ou pas de piston. Et c'est le cas du Chor des Alpes. Si vous entendez bien, quand les notes sont tenues, on les entend qui se développent les unes après les autres. C'est-à-dire que vous avez le son grave et petit à petit, dans la résonance, vous entendez toutes les harmoniques qui se détachent. Et puis bon, je ne résiste pas au fait de vous faire entendre donc, Louis Armstrong à la trompette, donc strictement au même niveau, les bandes à Linda, le Chor des Harpes et Louis Armstrong à la trompette dans une interprétation de Someday. Oh non! Celle-ci, ça doit être en sapin, si je ne me trompe pas. Mais celle-ci, non. Hein, c'est l'obo. Donc, je connais le nom dans la région, mais je ne peux pas vous... Obo, l'opo. C'est un bois extrêmement tendre et extrêmement juteux, qui a beaucoup de sève. Donc, je quitte le diaporama pour vous retrouver quand même cet extrait de Louis Armstrong. Je ne sais pas pourquoi il s'est détaché, d'ailleurs. J'espère que ça n'a pas fait ça avec tous. And now, folks, here's a little number that I wrote myself. And Bobby Hackett and Peanuts Hucker and all the boys, they made recordings of this tune. And the title, Someday.
Désolée, je coupe sauvagement. Il faut bien vous dire que si vous déroulez la trompette, que vous retirez les pistons, vous arrivez au même résultat acoustique que le cor des Alpes ou ces trompes-là. C'est-à-dire que les pistons vont vous permettre de sélectionner les sons, chose que vous faites avec les lèvres lorsque vous jouez du cor des Alpes. Hein, c'est juste un type de facture qui est différent, mais le principe reste le même. Donc maintenant, on va passer au cordophone. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite, même si c'est frustrant. Donc les cordophones, ce sont tous les instruments où ce sont des cordes qui vont mettre l'air en vibration. Donc où les cordes, vous pouvez les pincer, vous pouvez les frotter, vous pouvez les frapper. Mais ce qui va permettre de distinguer les différentes familles, ça va être la forme de l'instrument. C'est-à-dire comment les cordes vont être tendues sur le corps de l'instrument et comment le manche va être relié au corps de l'instrument. Donc, je vais commencer par cet arc musical. Donc, vous voyez une branche recourbée avec une corde qui est tendue entre ces deux extrémités. Et la corde passe entre les lèvres de l'instrumentiste. Et il frappe... Enfin, il gratte la corde avec cette petite baguette-là et il appuie sur la corde à cette autre extrémité-là. Et en fait, il utilise de la même manière les harmoniques du son, mais cette fois-ci, le son fondamental est produit par la corde et il sélectionne les harmoniques à l'intérieur de sa bouche, comme on fait avec le chant diphonique. Est-ce que vous connaissez le chant diphonique? Non. C'est quand vous pouvez émettre plusieurs sons avec la voix. C'est ce qu'utilisent les Tuvas, les Mongols. Non? Pas du tout. Alors j'ai essayé de vous montrer un petit peu, je le fais très mal, mais je peux faire une toute petite démonstration. Donc il faut faire un son très moche et très laid. Et après, il faut modifier la forme de sa bouche pour faire ressortir les harmoniques de ce son fondamental que je produis avec ma voix. Je n'ai pas changé de son fondamental. Tout ce que j'ai pu sélectionner, c'est différentes harmoniques en modifiant la forme de ma cavité buccale. C'est ce que font ces joueurs d'arcs musicaux. Donc la corde produit un son à vide, un autre son lorsque l'on appuie dessus avec la petite baguette-là, et tous les sons que vous allez entendre qui chantent sont produits par cette sélection des harmoniques à l'intérieur de la bouche. Donc l'exemple que vous allez entendre là vient de République centrafricaine et est joué par ce musicien que vous voyez en photo ici. Donc vous entendez cette mélodie qui chante de façon supérieure. Il n'y a rien de physique. C'est juste un jeu sur les harmoniques du son. Donc ce n'est pas le musicien qui chante, mais c'est vraiment une sélection de ces sons qui ne sont pas virtuels, mais quasiment, quoi. J'ai jusqu'à quelle heure pour parler? D'accord. Vous aviez une question? Oui, une seule corde. Et donc, il gratte la corde, et avec ce petit bâton qui est là, il appuie sur la corde, donc il peut produire un son à vide et un son en appuyant. Donc, c'est l'alternance que vous entendez. Tin, 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 tin. Et tous les autres sons sont produits par la modification de sa cavité buccale et la sélection des harmoniques qu'il fait par rapport aux sons qui sont produits par la corde. Rien d'autre. Il n'y a pas un petit génie derrière qui est en train de chanter et de rajouter quelque chose. Il fait tout lui-même. Donc, par rapport à ces différentes définitions d'instruments, ici vous avez un exemple de harpe. Et ce qui va définir l'instrument de la harpe et qui va permettre donc de comparer les différentes harpes à travers le monde, c'est que vous avez une caisse de résonance auquel est relié un manche qui forme un angle, et les cordes qui sont tendues en diagonale entre le manche et la caisse de résonance. Donc à partir du moment où vous avez ce principe, une caisse de résonance, un manche qui fait un angle et les cordes en diagonale, on va toujours appeler ça une harpe.
Mais après, ça va pouvoir prendre des formes extrêmement variées. Vous avez la petite diapo en haut. Ici, vous avez une harpe d'Afrique centrale. Ici, vous avez une harpe de type occidental. Ici, vous avez une harpe du Tchad. Et ça, plutôt une harpe qu'on va trouver sur le continent asiatique. Et là, c'est la harpe birmane que vous voyez ici et que je vais vous faire entendre. Là, je vais vous faire entendre cette harpe qui est anthropomorphe et donc qui a à représentation humaine. Et ce type de harpe anthropomorphe, on le rencontre beaucoup en Afrique centrale, où la harpe va jouer un rôle central dans certains cultes initiatiques d'hommes, et où ça va être en fait le seul personnage féminin qui va être accepté à l'intérieur de ces cultes initiatiques. Et cette représentation anthropomorphe est une représentation de femme, de la femme originelle, donc qui a donné naissance au monde. Et donc c'est la seule femme qui est présente au cours de ces cérémonies. Ça, c'est la harpe des Nbakamabo de République centrafricaine. Je vais vous la faire écouter pour deux raisons. On va l'écouter pour que vous entendiez ce type de harpe. Et ensuite, elle va me permettre de vous expliquer comment fonctionne le chant par rapport au jeu de l'instrument. Et je vais éventuellement vous demander de chanter pour que justement vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Vous entendez qu'il y a deux phrases qui sont chantées. Est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont indépendantes de ce qui est joué à la harpe, ou est-ce que ces phrases qui sont chantées sont liées à ce qui est joué à la harpe? Aucune idée, sans opinion. En fait, dans ces musiques-là, quand vous entendez une musique occidentale, vous êtes habitué à la suivre de façon linéaire, c'est-à-dire que les notes vont s'enchaîner sur une même partie. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir le violon qui va jouer la mélodie principale, et ce que vous allez devoir chanter, eh bien, c'est la partie du violon, ou c'est la partie de la main droite du piano. Ici, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce n'est pas une main qui va vous donner le chant et une autre main qui accompagne. Les différentes parties du chant sont jouées en diagonale à l'intérieur de la harpe. Donc là, vous avez deux phrases qui sont chantées. Vous avez tan tan ti tan ti tan ti tan 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 ti tan ti tan ti ta 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 ti de da di da di da ta da da ti te da di da di da. D'accord? Vous avez entendu ça? Plus ou moins. Bon, à peu près. Maintenant, on va réécouter la harpe. Je vais vous chanter ces phrases-là, et vous allez voir que vous les entendez dans le jeu de la harpe, parce que je vais vous les faire ressortir. Et donc, ça va rentrer dans votre oreille, mais si, de la façon dont vous avez l'habitude d'écouter de la musique, vous ne les auriez pas entendus. Parce que vous vous attendez à ce qu'il y ait quelque chose qui surgisse au-dessus et qui soit accompagné par autre chose. Alors que là, les phrases sont disséminées dans le jeu de l'instrument.
Vous voulez essayer? Allez. Alors, cette partie-là, vous allez faire tan tan ti tan tin tan tin tan 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 ti tan pim pam 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 pam. Allez. Pam pam pim pam pim pam pim pam 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 pim pam pim pam 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 pim pam 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 da di da di de da di da di da di da di de da di da di da di da di de da di da di da di da di de da di da di da di da di de da di da di da. Et voilà. Et vous avez eu la partition de la harpe par la superposition des deux parties. Et pourtant, vous n'avez pas chanté du tout la même chose. Voilà, comme ça vous savez faire de la musique d'Afrique centrale. Alors, je vais un petit peu plus vite. Maintenant, on va voir les instruments qui appartiennent à la famille des sitars. Les sitars, c'est lorsque vous avez un instrument, comme ça pourrait être le bureau ici, où vous avez les cordes qui sont tendues sur tout le long de l'instrument et sur le même plan que l'instrument. Donc, un piano, par exemple, un piano à queue, pourrait être considéré comme une sitar. Un clavecin pourrait être considéré comme une sitar parce que les cordes sont tendues sur tout le long de l'instrument. C'est un instrument extrêmement répandu. Le tympanon, par exemple, si vous connaissez, le kanoun, la douce mère, tous ces instruments-là appartiennent à la famille des sitars. Vous avez une très très grande diversité à la fois dans la facture et dans les matériaux qui sont utilisés. Et je vous prends ces deux exemples. Ici, vous avez la sitar en radeau. Alors pourquoi on appelle ça la sitar en radeau? Parce que ce sont des petites tiges de mil. Donc le mil, c'est une herbacée, hein, comme du blé, mais quand même plus épais, qui sont attachées les unes avec les autres. Donc ça fait un radeau, au même titre. Et puis on prélève la petite peau supérieure de la tige de mil qui va servir à faire la corde. Alors bien évidemment, on ne la détache pas et on la fait passer sur les deux chevalets qui sont situés ici. Mais vous voyez que dans ce cas-là, toutes les cordes font la même taille. Donc a priori, l'instrument toutes les cordes font la même note. Et alors là où je trouve ça d'une ingéniosité invraisemblable, c'est que le son des cordes est modifié par le fait qu'on entoure une toute petite brindille d'herbe autour des cordes pour leur donner un poids différent. Et donc plus la corde va être lourde, plus elle va avoir un son grave, et plus elle va être légère, plus elle va avoir un son aigu. Donc la corde va être accordée par rapport à un poids. Je ne connais pas d'autres exemples. Donc je vous fais écouter cette sitar en radeau qui est pratiquée en Afrique et plutôt vers l'Afrique des Grands Lacs et aussi un petit peu en Afrique de l'Ouest du côté du Sénégal. Donc là, vous avez un instrument qui est avec les mêmes principes de facture. Donc vous voyez le corps de l'instrument, vous avez un manche et les cordes qui sont tendues sur tout le long du manche de l'instrument, avec là cette fois-ci des chevilles qui permettent de les... Oui, pardon. Pincée. Elle est pincée avec les doigts. Pas tirée comme ça, hein, vraiment pincée comme sur une guitare. Hein. C'est pas, on ne tire pas sur la corde comme ça. Et donc là, c'est une sitar qui est jouée sur le continent américain, où vous voyez donc les cordes sont tendues sur toute la longueur du manche qui surplombe la caisse de résonance, et donc c'est un instrument qui est utilisé dans la musique folk.
Oh non! C'est le fait de vous avoir donné le PowerPoint que ça... Whoops. Going down south for to see my gal, Polly Wolly Doodle all the day. She was chilling in a lush locale, Polly Wolly Doodle all the day. Fare thee well, fare thee well, fare thee well, my fairy fame. Going to Louisiana for to see my Susiana, Polly Wolly Doodle all the day. A caterpillar walking on a railroad track, Polly Wolly Doodle all the day. Picking his teeth with a carpet tack, Polly Wolly Doodle all the day. Fare thee well, fare thee well, fare thee well, my fairy fame. Going to Louisiana for to see my Susiana, Polly Wolly Doodle all the day. Donc, ce qui est vraiment important pour moi que vous compreniez, c'est qu'on est vraiment sur des instruments qui conceptuellement sont identiques. C'est-à-dire qu'avec le même principe de base de construction et qu'ensuite ont évolué culturellement par rapport au milieu dans lequel ils ont évolué de façon différente et pour des musiques différentes. Après, il ne va pas y avoir de différence de, de classement de musique entre les deux types. Chaque production a évolué par rapport à un milieu culturel qui lui était propre. Bon, ça, c'est les sitars asiatiques, ça, je passe aussi, je n'ai pas le temps. Maintenant, on va passer aux vielles. Donc, les vielles, ce sont tous les chordophones qui vont avoir une caisse de résonance avec un manche qui prolonge la caisse de résonance et un archet qui permet de frotter les cordes. Donc, le violon, l'alto, la contrebasse, le violoncelle appartiennent à la famille des vielles, comme la vielle de la musique du Moyen-Âge, au même titre, ou les viols de gambe, ou ce genre d'instruments. On a gardé le terme vielle parce que justement c'est le terme le plus ancien qui permet de désigner ces instruments, et donc on n'assimile pas l'instrument forcément un instrument occidental contemporain. Je vous fais écouter ce premier exemple qui est une vielle qui est jouée au Rajasthan. Vous allez entendre qu'il y a des cordes qui servent de bourdon, dont on ne varie pas le son, des cordes qui restent identiques. Je m'explique mal. Il y a des cordes sur lesquelles on va appuyer les doigts, donc qui vont changer de note, et donc vous allez entendre des mélodies, et puis vous allez entendre des sons tenus, et ce sont les cordes qui sont ici, et en fait qui servent de bourdon, dont on ne varie pas le son, et qui donc font le fond sonore de ce que vous entendez. Autre exemple, instrument qui est rare dans les musiques traditionnelles, c'est-à-dire des instruments joués par des femmes. Ici, donc, ce sont des femmes touaregs, donc, qui vivent dans la zone sahélo-saharienne et qui jouent de cette vielle imzad. Et vous ne pouvez peut-être pas bien le voir sur la photo, mais en fait, l'archet est pris dans les cordes. C'est-à-dire que l'archet en fait frotte les cordes par en dessous des cordes. Il y a beaucoup d'instruments comme ça à cordes frottées où l'archet en fait est pris dans l'instrument et où il frotte les cordes par en dessous et non pas par au-dessus comme les instruments dont on a l'habitude.
Alors, jusqu'à preuve du contraire, on pense que tous les instruments qui appartiennent à la famille des vielles viennent des populations islamisées. Vous n'avez pas, par exemple, de vielle dans les populations africaines qui sont animistes. Quand vous trouvez la vielle, ce sont essentiellement dans les populations islamisées, et ce sont les populations islamisées qui ont amené ce type d'instrument en Occident et qui ont fait ensuite sa diffusion sous la forme des instruments occidentaux que l'on connaît. Jusqu'à preuve du contraire, hein, bien évidemment. Et enfin, la famille des luths, donc tous les instruments qui sont à cordes avec une caisse de résonance, un manche qui prolonge la caisse de résonance et des cordes, cette fois-ci, qui sont pincées avec les doigts. Donc c'est une famille extrêmement diversifiée. Donc vous connaissez la guitare, vous connaissez le banjo, vous connaissez la mandoline, toutes les guitares électriques, bien évidemment. Donc tous ces instruments appartiennent à la famille des luths. Je vous ai mis différents exemples à travers le monde. Donc je vais vous faire entendre un exemple de sitar, S-I-T-A-R, donc qui est le luth qui est utilisé en Inde, et non pas une sitar, ça c'est un faux ami terrible. Et là, vous avez une belle photo de Ravi Shankar. Ici, vous avez le charango, qui est la petite guitare qu'on utilise dans les musiques andines et où souvent la caisse de résonance est faite en carapace de tatou. Ici, ce luth qui est joué en Azerbaïdjan, mais qu'on retrouve dans plein de populations d'Asie centrale. Et maintenant, je vais passer directement aux idiophones, parce que j'ai prévu un PowerPoint pour faire 10 heures de conférence. Et je pense que c'est les instruments qui vous intriguent le plus. Et là, je vous ai mis une représentation de l'idiophone du basse, qui est le rhombe. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu un rhombe. Donc, c'est une plaque de bois ou d'os ou d'ivoire, voire même parfois de métal, que l'on attache à une corde et que l'on fait tourner en l'air, et donc qui vrombit, qui fait vou, 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 comme ça. Et on en a retrouvé de très anciens, hein, de l'époque préhistorique, donc qui montre que c'est un instrument très ancien dans la culture humaine. Et curieusement, dans les traditions qui l'utilisent encore, c'est un instrument. Dire que c'est un instrument de musique, c'est un choix, je dirais, parce que ça produit ni de hauteur déterminée, ni vraiment de rythme, mais on a décidé quand même de le classer dans les instruments de musique. Et il est généralement utilisé comme signal sonore lors de grandes cérémonies et lorsque généralement les catégories qui sont considérées... Enfin, lorsque des personnes qui ne sont pas initiées ne vont pas pouvoir assister à la cérémonie. Donc ça va souvent être le signal pour que les femmes et les enfants rentrent dans les maisons en vitesse, parce que le personnage qui va sortir ne doit pas être vu par les femmes et les enfants. Donc c'est vraiment un instrument qui est réservé pour de grandes occasions et qui est un signal sonore que n'importe qui peut reconnaître
comme étant le signal d'un danger potentiel. Alors, je vous ai mis différents exemples d'idiophones. Donc, vous avez par exemple ici la guimbarde, vous voyez, donc, qui est jouée ici. Donc là, vous avez une guimbarde en métal. Et ici, vous avez la guimbarde en bambou qui est utilisée par les populations d'Asie du Sud-Est et d'Asie centrale. Et la guimbarde utilise ce même principe des harmoniques dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que la languette ici qui est mise en vibration ne produit qu'un seul son. Et c'est la forme de la cavité buccale de l'instrumentiste qui sélectionne les harmoniques qui vont permettre de produire la mélodie. Donc la languette produit un bourdon, ne produit qu'un seul son, et c'est en modifiant la forme de sa cavité buccale que l'instrumentiste produit la mélodie qui se surajoute au bourdon. Donc là, je vous fais entendre un exemple de Kirghizie. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas là d'ailleurs. Et là, je vous fais entendre un exemple de la guimbarde utilisée dans la musique folk telle que vous pouvez avoir l'habitude de l'entendre. I went out to milk and I didn't know how. I milked a goat instead of a cow. Saw a chicken in the mud just stomping on the ground. She hides up a foot and she danced all around. Turkey in the hay, turkey in the straw, turkey in the straw. Well, how do you know? Well, wake 'em up, shake 'em up, or any way at all. We'll whoop 'em up a tune called Turkey in the Straw. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les xylophones étaient des idiophones, donc des instruments, vous voyez, avec des lames de bois et des résonateurs en dessous. Donc n'importe quel type de xylophone appartient à la famille des idiophones. Les xylophones qui, en passant sur le continent occidental, ont été électrifiés, ont vu leurs lames changer par des lames en métal et sont devenus les vibraphones qui sont utilisés dans l'orchestre symphonique ou dans le jazz. Et donc là, j'espère qu'il va retrouver le média. Non, bien évidemment. Bon, c'est pas grave, je vais pas le chercher. Donc je vous ai mis un exemple de jazz donc avec Chick Corea qui jouait du vibraphone. Et là, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez l'orchestre du gamelan, qui est joué en Indonésie, donc sur l'île de Java et de Bali, qui, vous voyez, est composé d'un point de vue occidental de différents instruments, donc des gongs, des jeux de gongs, des métallophones, mais en fait, pour les Indonésiens, c'est un seul et même instrument. Ce n'est pas considéré comme des instruments séparés, c'est un seul et même instrument qui joue une seule partie et une seule pièce. Donc je vous fais écouter un gamelan. Je vous assure que j'ai tout vérifié avant de venir. Hein. Je pense que le passage sur clé a... C'est bizarre quand même.
pour finir, parce que je vois le temps qui file, je passe sur toutes... J'avais prévu les techniques vocales, j'avais tout prévu, plein de choses. Mais il n'y a pas le temps. J'espère qu'il va être là. Je vérifie que le dernier est là aussi. Voilà. Donc, pour finir, pour vous montrer, parce qu'on a vu en partant de points communs qui étaient la définition d'instrument de musique, même si je voulais vous montrer aussi par rapport aux techniques vocales et par rapport même aux fonctions de la musique, qu'on rentrait dans une grande diversité dans la facture, mais à partir de mêmes principes et dans la production musicale. Et parfois, on a des pratiques communes ou des instruments qui sont communs et qui sont dus à des rencontres physiques des populations, donc qui ont lieu au cours des migrations des populations ou dues à une origine commune, et puis ensuite les populations se sont séparées. Mais du fait qu'on soit au XXe puis au XXe siècle, avec des systèmes de diffusion de la musique qui se démultiplient par le disque, par Internet, donc des ethnomusicologues qui sont allés enregistrer des musiques sur le terrain, dans des populations plus ou moins éloignées, qui ont ramené ces musiques, eh bien, il y a un retour maintenant vers les traditions occidentales, où il y a des emprunts à ces musiques traditionnelles, et qui parfois peuvent mettre des emprunts dissimulés, puisque entre guillemets, les emprunteurs ne mentionnent pas cet emprunt, alors que dans les cultures traditionnelles, généralement, on le mentionne. Donc j'aime particulièrement cet exemple. Je vous montre, je vérifie juste que ça marche, parce que vraiment, j'aime pas quand ça marche pas. Voilà. Donc le jeu, c'est à peu près la même chose que le sifflet en papayer que je vous ai montré tout à l'heure, mais là c'est une petite flûte en bambou avec quelques trous de jeu mais qui ne servent pas beaucoup. Mais c'est le même principe que c'est la technique du hockey voco-instrumental, donc enregistrer celui-ci chez les Pygmées Aka, donc c'est bien celui-là. Donc vous allez voir la technique justement du chant et du fait de souffler dans l'instrument, et ensuite vous allez voir ce que l'on en a fait dans la musique occidentale. Donc ça, c'est des enregistrements qui ont été faits par Simra Arom dans les années 60, 70, 80. Et puis voilà ce que Herbie Hancock a fait d'un de ces enregistrements, qui a été pris dans l'anthologie des Pygmées Aka, donc qui est une pièce magnifique, Watermelon Man, mais pour laquelle il a toujours refusé de mentionner l'origine de son inspiration. Donc je vous laisse vous-même entendre ce que vous devez entendre. Oh non. Non, pardon, c'est moi qui j'ai cliqué au mauvais endroit. Voilà. Je suis désolée, j'ai dû vraiment raccourcir, ramasser, parce que j'avais envie de vous faire découvrir beaucoup plus de choses. J'espère que ça vous a malgré tout intéressé, que ça ne vous a pas fatigué,
que vous avez eu du plaisir à entendre cette diversité. C'est très difficile de présenter une diversité de millions d'individus en 1h30, quoi. Voilà, je vous remercie.